Allez, le Nigeria, nous parlions donc de Boko Haram. Tchad qui a retiré ses troupes du Nigeria. Marc Aboflan. Oui, je disais qu'on a l'impression dans cette histoire de Boko Haram, surtout au Nigeria, parce qu'elle est présente aussi dans beaucoup d'autres pays dans la sous-région, que Buhari est en train de créer une zone de libre accès justement pour ces djihadistes-là, parce que on connaît la poigne de Buhari, on sait tout ce qu'il a engagé comme combat ces derniers mois, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur la protection des frontières du Nigeria. Et donc, on a du mal à comprendre ce laxisme sur la question de Boko Haram. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que le Nigeria, c'est un État super vaste, qui a des territoires vraiment énormes, qu'un certain nombre de populations aussi du Nord sont favorables à l'idéologie, parce que vous savez, il y a beaucoup d'États du nord du Nigeria où la charia est de vigueur, et donc qui rejoint un peu ce que porte Boko Haram. Et moi, mon impression, surtout en suivant ce désengagement-là des soldats nigériens de cette partie nord du pays, que Buhari veut créer une zone pour Boko Haram où ils pourront rester, faire ce qu'ils veulent faire, et peut-être pourquoi pas laisser les autres parties du pays, notamment Kano et Abuja, tranquilles. En même temps, il y a aussi un doute sur les raisons du départ, surtout des soldats nigérians. Plusieurs se demandent si c'est un ordre qu'ils auraient reçu de la hiérarchie ou s'ils ont simplement fui. Parce que peut-être eux aussi sont là, puisque les Tchadiens sont là, ils savent que on a du soutien pour engager le combat. Les Tchadiens sont partis, peut-être eux aussi ils ont fui. Mais ça, on ne peut pas le comprendre, parce que comment est-ce que sur le territoire nigérien, on laisse une partie, c'est-à-dire que l'armée nigériane déserte une partie. Mais tout à l'heure, Marc disait quelque chose de très important. L'idéologie poursuivie par Boko Haram rencontre des adhésions, malheureusement, dans certains États du Nigeria qui prônent la charia. Ça veut dire tout simplement que pendant qu'on est en train de lutter contre cette nébuleuse, il y a des États au Nigeria qui font comme si la lutte là ne les concerne pas. Et donc, c'est tout comme s'ils participent, ces États au Nigeria, ces États qui ont la charia comme base de leur vie, c'est comme si ces États participent. Et donc, si à quelque niveau du pays, Buhari entend enlever ces troupes de là, il faut comprendre le message qui est en train d'être véhiculé. Est-ce que les niveaux auxquels on a fait déserter la même Nigeria ne sont pas des niveaux où on encouragerait cette nébuleuse-là? C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut maintenant chercher à demander à Buhari, mais est-ce que la lutte est finie? Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne doit plus lutter? Est-ce que ceux qui sont dans ces états-là vous disent reculer? Nous sommes d'accord avec ce qui se passe chez nous. Voilà. Donc, il y a autant de questions que la communauté internationale doit se poser et poser au président nigérien pour qu'il explique abondamment qu'est-ce qu'il pense de Boko Haram et comment est-ce que les États fédérés du Nigeria pensent de Boko Haram pour que la lutte soit une lutte commune, ou alors si elle n'est pas commune, c'est que donc on laisse les gens mourir et que Boko Haram sème la désolation un peu partout, encouragé donc par ces États-là qui encouragent les histoires de charia. C'est ça. Mais David, pourtant, on parle de l'armée nigérienne comme l'une des armées les plus puissantes de la sous-région. Oui, mais le Boko Haram, on n'a pas toutes ces capacités techniques. Hein. Vous savez, Boko Haram, c'est une organisation qu'aucun État n'est encore arrivé, même les États-Unis, je ne pense pas, sinon ils auraient déjà abattu leur leader. Et donc c'est un groupe qui est très bien organisé. Aucune armée africaine, en tout cas, n'a encore réussi à les battre sur le terrain du terrorisme. Le Cameroun avait essayé, le Tchad avait essayé, mais aujourd'hui, ça n'a aucun résultat. C'est vrai que l'armée nigérienne est l'une des armées les mieux équipées de la sous-région. En tout cas, mais en face, ils ont un ennemi qui est difficilement connu d'abord et qui n'est
pas facile à gérer aussi. Et le retrait de l'armée nigériane aujourd'hui de ces régions est un aveu d'échec de Buhari, parce que si vous vous rappelez, lors de sa campagne, il a fait de la lutte contre Boko Haram son cheval de bataille. Il a fait la promesse au Nigeria qu'il allait véritablement s'investir et trouver des solutions, contrairement à son prédécesseur. Mais malheureusement, les premières années de sa présidence ont démontré l'incapacité de l'armée nigériane à affronter ce groupe terroriste-là. Et les dégâts que cause ce groupe terroriste ont dépassé la limite de la raison. Il faudrait qu'à un moment que ces États qui sont envahis, dont des portions de territoire sont envahies par ces groupes, puissent véritablement s'investir pour trouver une solution à ce groupe-là. C'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même un repli, il y a une sorte de comment appeler ça, de répit, si je peux dire ainsi, de la part du groupe terroriste Boko Haram. La dernière frappe au Nigeria, je pense, remonte à l'année dernière. Et, ils sont tout le temps sur le pied de guerre, et quand ils sortent, ça fait beaucoup de dégâts. Buhari doit comprendre aujourd'hui que le peuple nigérien, en tout cas cette population de cette partie du Nigeria, attend encore beaucoup de lui pour les années de sa présidence dans la lutte contre le terrorisme. Notre second sujet, ce sera la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé lundi qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. Dans le courant du premier trimestre cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente, pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos citoyens. C'est ce qu'a déclaré Ouattara pendant la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au Palais de la Nation. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de recaler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourra être candidat à l'élection présidentielle. Je viens d'avoir 78 ans et je ne compte exclure personne, y compris moi-même. Basile Labo, la question de retoucher à la Constitution, ça donne un peu comme l'impression que la Constitution ivoirienne est devenue, je ne sais pas moi, une sorte de voiture qu'on amène au garage tout le temps, parce que c'est en 2016 qu'ils se sont dotés d'une nouvelle Constitution. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est au-dessus de la Constitution. Je vais demander à l'Assemblée de faire des modifications. Il ne s'agira pas de... Ça veut dire que... Mais c'est lui qui dicte la Constitution alors. Combien de fois Ouattara, depuis son avènement au pouvoir, n'a pas modifié la Constitution ivoirienne? Tantôt, on cherche à avoir un vice-président. Les gens pensaient que c'est parce que Blaise Compaoré vient qu'on va lui donner une nationalité. Donc, tout un tas de choses. On a comme l'impression que le président Ouattara n'est pas à l'aise. Il est mal à l'aise dans son pays. Matin, midi, soir, on touche la Constitution. Alors, quand même. Et si le président Gbagbo était en prison, on serait fiers, on devait aller tranquillement. Maintenant que le président Gbagbo ne pleure, c'est que on a comme l'impression que matin, midi, soir, le président ivoirien il trouve que la Constitution là c'est un chiffon où on peut morceler comme on veut, on peut déchirer comme on veut quand même. Il faut un petit respect pour l'État. Pour l'État, ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on va se mettre au-dessus de la Constitution. Déjà, il dicte ce que la Constitution va contenir. Il ne s'agira pas d'éclater des gens, j'ai 78 ans, et donc ça ne veut rien dire. Là, le respect de la Constitution, c'est le respect qu'on peut donner à l'État. Et un chef d'État doit respecter l'État. Il donne l'impression de ne même pas respecter l'État, de souffrir de l'État et de régler ses problèmes au travers de la Constitution aussi facilement. C'est quand même assez mauvais. Marc Abouflan. Vous savez, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est symptomatique des démocratures en Afrique. Vous savez, Ouattara sait aujourd'hui qu'il a cette modification de constitution à portée de main, qu'il peut le toiletter autant qu'il veut. Basile rappelait tout à l'heure. C'est seulement en 2016 que Ouattara a doté la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Et tous les observateurs ont salué une constitution avant-gardiste qui permettait véritablement de propulser la Côte d'Ivoire comme nation moderne. Mais dire 2-3 années après qu'il faille réadapter cette constitution, quand on sait le contexte dans lequel cette réadaptation va intervenir, quand on sait que quelques mois plus tôt, on a obligé le président de l'Assemblée nationale à démissionner, on l'a remplacé par un pro-Ouattara déclaré, et qu'ensuite,
qu'un certain nombre de députés de ce qui pourrait constituer l'opposition parlementaire aujourd'hui sont en prison sans que leur immunité ne soit levée. C'est le contexte même dans lequel intervient cette décision, cette velléité de Ouattara de modifier la constitution ivoirienne qui peut poser beaucoup d'interrogations. Maintenant, il y a une autre question qui, à mon avis, est très importante. C'est si Ouattara, comme un certain nombre de présidents, va s'en tenir à sa promesse. Il avait déjà promis qu'il voulait partir, et avec lui, la génération dédiée Gbagbo. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire a un certain nombre de cadres quand même, de Ouattara, qui ont montré des expériences en matière de gestion du pouvoir dans tous les camps, que ce soit dans le RHDP réunifié de Ouattara, mais également dans les autres partis, pour que Ouattara puisse passer la main. Maintenant, comme Ouattara le rappelle lui-même, c'est quand même un président de 78 ans. Et à 78 ans, vouloir briguer la magistrature suprême, après 2 mandats consommés, après toute la carrière que Ouattara a derrière lui, ce n'est pas, ça pose quand même, à mon avis, un certain nombre d'interrogations sur les réelles intentions de Ouattara. Maintenant, il ne faudrait pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est pas le Togo, c'est pas le Ghana, c'est un pays qui est sur une poudrière permanente. Et que ces velléités de Ouattara, surtout quand on sait comment il a écarté, ou il est en train d'écarter un certain Guillaume Soro, comment préalablement il a fait écarter un certain Gbagbo, comment récemment encore, à travers des affaires judiciaires tout à fait loufoques, on essaye d'écarter un certain Blé-Goudé. On se pose la question si Ouattara n'est pas en train de remettre peu à peu le feu à cette poudrière qu'est la Côte d'Ivoire. Il dit quand même clairement que les nouvelles modifications, David Diakwavi, qui seront proposées ne visent pas à exclure quiconque du jeu politique. Ouais, pour moi, c'est rassurant. Non, c'est là qu'il faut saluer l'honnêteté de l'homme, de l'autorité qu'il incarne en Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara était suffisamment assez clair. Il a été assez ouvert à son peuple. Il a fait la promesse qu'il ne va plus se représenter à la prochaine élection présidentielle. C'est très rare dans cet État qui draine un bilan positif de sa gestion. Oui, mais en même temps, ce qu'il dit est assez ambigu. Hein. Il dit, je viens d'avoir 78 ans, je ne compte exclure personne, y compris moi-même. Donc, oui, il est toujours un potentiel joueur. Pour le moment, je pense qu'il faut beaucoup plus s'en tenir à ces dernières sorties publiques. Il a notifié, même si la Constitution ivoirienne l'autorise à se présenter à la prochaine élection. Ouattara, je pense qu'il est beaucoup plus il s'intéresse beaucoup plus à son après-présidence. Parce qu'il n'a pas envie de partir, de laisser la... C'est quand même 78 ans, hein. Il n'a pas envie de laisser la Côte d'Ivoire dans l'état, dans l'insécurité, dans laquelle le pays... Non, ça veut dire qu'il défend d'une façon, je ne sais pas. Je pense qu'il faut la volonté de l'homme à apporter des changements profonds dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il le dit qu'il n'a pas envie d'écarter des gens, mais beaucoup d'observateurs estiment que ces modifications vont peut-être toucher ses plus proches adversaires, c'est-à-dire il n'a pas envie de voir Gbagbo, il n'a pas envie... Est-ce qu'il a besoin aujourd'hui d'une modification pour écarter ses adversaires? Parce qu'il les a écartés déjà en réalité. Ceux qui sont ses adversaires les plus puissants, il les a écartés. Il a dit sa volonté. Je pense qu'il faut quand même saluer cette maturité. C'est la maturité qui consiste à modifier la loi fondamentale chaque 2 ans. C'est quand même surprenant. Quel type de maturité? Non, quand même, non, je suis désolé. Je pense que c'est aux Ivoiriens de comprendre le message que veut passer le président. Non, mais écoutez. Mais moi, je voudrais que vous
vous comprenez en tout cas, qu'en posant un acte pareil, il n'a pas l'intention d'écarter qui que ce soit. Il a dit, lui-même, il ne s'écarte pas. Mais très tôt, il a dit sa volonté de ne plus se présenter, de ne plus aller à un second tour. À 78 ans, je pense qu'avec tout le bagage intellectuel, politique, tout ce que Ouattara lui a dirigé, en tout cas durant toute sa carrière, je pense qu'il a besoin de repos. Il a compris, il veut aller se reposer et il compte aller se reposer avec ses anciens amis. David me surprend. David est devenu un avocat défenseur de Ouattara sans l'avoir approché. Mais dit, les actes que pose le monsieur depuis son arrivée au pouvoir on croit que dévoilent ses intentions cachées. C'est-à-dire, à tout moment, ce monsieur veut régler des comptes avec la constitution d'un État. C'est ça qui est un peu dangereux. C'est ce que je disais tout à l'heure. La constitution ivoirienne est devenue une pâte à modeler où on peut tirer, on peut lui donner une forme, on peut lui donner une tête, un pied, etc. Mais c'est dangereux. Parce que là, je dis, la Côte d'Ivoire est sur une poudrière. Après qu'on ait tenté vainement de noircir Gbagbo, on l'a conduit à la Cour pénale internationale. Il y est resté pendant des années. Il est ressorti, lavé. Mais on ne s'est pas empêché de le recueillir, de lui accorder 20 ans de prison. Et puis on est là, on le regarde. Et après, on attend que son colistier à la prison vienne. 20 ans de prison. Mais ça fait rire. Le président Ouattara a tout le respect d'avoir été un homme que, sur le plan international, il a acquis quand même une notoriété. Mais les derniers comportements, les derniers actes que ce monsieur pose me font douter beaucoup de ce qu'il veut pour son pays. On a comme l'impression qu'il plonger son pays avant de partir. C'est comme si, après moi, le dirige. Il y a deux éléments quand même. Vous savez, moi je mets une différence entre le Ouattara politique et le Ouattara économiste ou le Ouattara gestionnaire de pays. Sur le plan gestion du pays, quand vous rentrez aujourd'hui à Abidjan, pour ceux qui connaissaient Abidjan à 4-5 ans, vous sentez quand même qu'il y a eu un changement majeur, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau même... La ville d'Abidjan a changé. Et sur ça, on peut saluer le fait que l'action politique de Ouattara. Maintenant, sur le côté politique, surtout règlement de compte qu'évoquait tout à l'heure Basile, je pense que Ouattara est un des pires rancuniers qui existe, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce beau monde aujourd'hui aussi en a été pour quelque chose, depuis qu'il était Premier ministre du vieux Houphouët jusqu'alors. Ce sont des gens qui se sont habitués à des règlements de compte perpétuels. Mais quand vous prenez le cas Gbagbo aujourd'hui, nous savons tous que Ouattara a fait traîner Gbagbo à la haie. Ce procès-là avec Fatou Bensouda qui s'est perdue elle-même à un moment dans ses notes. Et finalement, on a vu Gbagbo et Blé Goudé acquittés. Et rapidement, et c'est ça, il faut poser aussi la question de l'indépendance de la justice ivoirienne. Rapidement, Ouattara a trouvé les moyens de refaire condamner et ce Gbagbo et ce Blé Goudé là à 20 ans de prison, ce qui les prive d'aller à des élections. Et nous savons tous que dans le contexte ivoirien, les véritables opposants de Ouattara, c'est Gbagbo et Bédié. Bédié qu'on a à un moment donné contraint même à quitter carrément le RHDP, à se réfugier un peu dans son village, qu'on ne sent plus sur la scène politique. Bédié à qui on a beaucoup fait de mal économiquement, surtout sur un certain nombre de ses ressources. Et puis la seule personne qui, ces derniers temps, émergé et qui avait démontré une volonté réelle d'aller à l'encontre du pouvoir Ouattara, surtout depuis qu'il a refusé de rejoindre le RHDP, c'est Guillaume Soro. Et nous avons tous vu comment, cousus de fil en aiguille, des histoires de 2017 sont ressorties pour être accolées au dos de Guillaume Soro, qui aujourd'hui représente véritablement l'espoir, représente quelqu'un qui fait l'assentiment au sein de la population ivoirienne. Et je pense que Ouattara est en train de mettre le feu à la poudrière, ivoirienne, en ce sens que
aujourd'hui, il essaye d'écarter ses adversaires du jeu. Mais au sein même de ceux qui pourraient être ses défunts éventuels, il n'y a pas de l'entente. Et je pense que même au sein du clan Ouattara, au sein du RHDP aujourd'hui, il y aura une guerre évidente entre un Amadou Gon Coulibaly et un Amadou Bakayoko si jamais la guerre à la succession se déclare. Et donc, à mon avis, le cas ivoirien est délicat. Il faudrait que Ouattara cesse d'instrumentaliser la justice et l'Assemblée nationale, qui sont censés être des pouvoirs différents de l'exécutif. En même temps, quand on prend, David Diakouavi, la manière dont Alassane Ouattara s'est exprimé dans le courant du premier trimestre cette année, je proposerai au Parlement. Il parle comme si la constitution ivoirienne était sa propriété à lui et à ses élus au Parlement. Quand on veut toucher la loi fondamentale, qui est la loi de tout un pays, on consulte d'abord même son opposition pour lui dire voici ce que je veux faire, voici mes propositions. Mais c'est une proposition qu'il a dite qu'il va faire à l'Assemblée nationale, quitte au peuple ivoirien de rejeter sa proposition. Ce n'est pas parce qu'il est chef d'État que... Non, mais il est sûr, parce qu'il a sa majorité. La majorité. Il est sûr que ça va passer de façon mécanique. Les députés de l'opposition même ont été arrêtés sans que leur immunité n'ait jamais été levée. Et ils sont plus d'une quinzaine de députés actuellement. Pourquoi ça n'a pas de rapport? Les lois se discutent où? Dans une Assemblée nationale. Ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici. Les modifications de la Constitution, les dernières lois qui ont été votées, etc. Il y a eu des propositions. Les opposants à l'Assemblée n'étaient pas en prison. Donc, les opposants n'étaient pas en prison. A jugé le cadre juridique idéal pour apporter sa proposition. C'est une proposition qu'il entend faire. Il ne s'impose pas. Moi, quand on dit que Ouattara est en train de fermer les portes de la présidence à ses adversaires, je dis non. Il y a l'opposition qui craint, par exemple, qu'il pose une limite d'âge, peut-être à 70 ans, mais si ça écarte tout le monde. Mais c'est tout à fait normal. Dans les autres pays, c'est fait. Chez nous, c'est fait. On a on n'a pas de limite maxi. On a le minimum qui est 35. Oui, mais on n'a pas le maxi. On a le minimum. Il veut le maxi pour son peuple. C'est au peuple ivoirien de décider. Pourquoi on écarte? C'est ce qu'il dit. Je ne veux écarter personne. Mais tout le monde ne peut pas. Il écarte tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être président. C'est à lui de décider. Et donc c'est lui qui ne décide pas. Il faut très bien lire. Il ne faut pas oublier Bédi avait fait venir un concept appelé l'ivoirité. Et si on veut reparler de ce contexte, qui est connu de tous et qui est l'Assemblée nationale. Même si Ouattara a la majorité à l'Assemblée nationale. Non, il n'a pas seulement la majorité, mais il a fait emprisonner des députés de l'opposition. La proposition va être discutée là-bas. Heureusement, ailleurs des présidents ont dit j'impose, ils se sont imposés. Ils ont forcé. Dans quel pays? Ça passera forcément par le Parlement. Mais un président qui parle comme ça, c'est qu'il est sûr qu'il n'y aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposition à la proposition qu'il va faire. Son opposition est là. Non, parce qu'il a arrêté les députés de l'opposition. Arrêtez de dire qu'il a arrêté le... Non, mais c'est comme si tu n'es pas au courant de l'actualité ivoirienne. Vous êtes député de la nation, si vous êtes trempé dans des affaires... Comme quelle affaire? Qui appellerait... La moindre des choses, c'est qu'on lève l'immunité des députés. Soro a été accusé de quoi? De tentative de putsch, de tentative de coup d'État. N'est-ce pas? Il a été ancien président de l'Assemblée nationale. Les députés ivoiriens ne sont pas les premiers députés à être arrêtés. On en a arrêté. Quand la stabilité du pays est menacée, quand la cohésion, la paix... Non, il ne faut pas faire l'amalgame aussi. Il y a un seul député qui a été accusé d'atteinte à la stabilité de l'État, c'est Soro. Mais il y a 15 autres députés qui ont été arrêtés aussi. Écoutez, ce n'est pas Ouattara qui a écarté Gbagbo. Gbagbo a été porté en jugement à la CPI. Non, qui l'a envoyé? Qui a porté plainte contre lui? C'est le président ivoirien, Ouattara. Personne ne lui a notifié l'interdiction de rentrer au pays, dans son pays. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, son dossier n'est pas encore apuré au niveau de la haie. Le dossier est encore là, pendant. Et donc, qu'on arrête de dire que Ouattara bloque. Le dossier est pendant qu'il a quand même été acquitté par la même cour. Mais que la CPI le libère totalement. C'est pas la Côte d'Ivoire qui à la prison à la haie. Il dit quand même, le président dit que les modifications qu'il veut proposer, c'est pour rendre la Constitution plus cohérente. Donc depuis là, la version qu'il a proposée en 2016 n'était pas cohérente.
C'est-à-dire qu'il s'accuse là. C'est-à-dire qu'il se met en vedette et malheureusement. Vous savez, je pense aussi qu'à 78 ans, il faut pas faire de on peut être frappé par de la sénilité. Nous sommes dans le il a envie de prendre sa retraite, il a envie de partir. Il t'a dit, Ouattara t'a dit, dans les propos que Ouattara tient, à 78 ans, on peut comprendre qu'il y a aussi de la sénilité. Parce que quand vous-même, vous modifiez votre constitution et que 3-4 mois, 3-4 ans après, vous revenez dire que cette même constitution, a besoin de cohérence. D'accord, mais on analyse les propos du monsieur. Je rappelle quand même que le bilan, c'est les députés arrêtés sans. Je veux quand même rappeler qu'on est en train de parler que ce soit les trois personnes dont on parle, c'est des septuagénaires et des octogénaires. Vous savez, 74 pour Gbagbo, 78 pour Ouattara, 85. Remarquez, on veut proposer une modification de constitution et quelques jours avant, on arrête 16 députés de l'opposition. Oui, je vais y aller. Un est accusé de putsch. Un seul est accusé de putsch. Les autres ne sont pas accusés de déstabiliser. Les autres, on les accuse d'avoir voulu accueillir Soro.